Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Présentation ce 19 octobre du plan national de développement économique et social au Burkina Faso. Ce référentiel de développement qui couvre la période 2016-2020 découle du programme présidentiel. Les 21 filles libérées des mains de Boko Haram reçues par le président nigérien Muhammadu Buhari. Le chef de l'État a renouvelé son engagement pour la libération des jeunes filles toujours en captivité. Et puis, en Tunisie, lancement d'un fonds destiné à soutenir l'expansion des entreprises tunisiennes en Afrique subsaharienne. Africamen, un fonds commun de placement à risque d'une taille de 30 millions de dinars. Mais tout d'abord, l'Afrique du Sud annonce qu'elle va quitter la Cour pénale internationale, un retrait qui prendra effet dans un an à compter de la date de réception du courrier envoyé ce mercredi 19 octobre 2016 au secrétaire général des Nations Unies, une décision annoncée par Maïté Nkoana Mashaban, la ministre sud-africaine des Affaires étrangères. On écoute à ce propos la réaction de Fatou Bensouda, procureur de la CPI. The decision to join the ICC or to leave the ICC is a decision by states themselves. Rejoindre ou quitter la Cour pénale internationale est une décision des États. C'est une décision souveraine et personne ne peut aller à l'encontre. Je respecte la décision de l'Afrique du Sud, non pas en tant que procureur de la Cour pénale internationale, mais en tant qu'Africaine. Mais il est important que nous sachions que dans l'accomplissement de sa mission, la Cour pénale internationale travaille en toute impartialité. Les États, les personnes ont leur intérêt à défendre. Cependant, en tant qu'Africaine, je considère tout retrait de la Cour pénale internationale comme une régression du continent. Une régression parce qu'on choisit l'impunité. La question du retrait des Africains de la Cour pénale internationale est un débat permanent sur le continent africain. Achille Membe s'est exprimé à ce sujet. On l'écoute. Je rappelle qu'Achille Membe est professeur des universités. C'est une décision qui fait suite à une série de débats qui ont eu lieu au niveau de l'Union africaine et dans l'opinion publique africaine, laquelle pense en majorité que le tribunal pénal international a un préjugé envers l'Afrique, que la plupart de ceux qui ont été poursuivis ou détenus par le tribunal sont des Africains et que cela empiète sur les prérogatives souveraines des pays du continent. Pour le cas de l'Afrique du Sud, les choses ont pris un tour plutôt très négatif au moment où le président soudanais a été invité à participer aux travaux de l'Union africaine qui se tenaient en Afrique du Sud il y a 1 ou 2 ans. Il y a eu des pressions pour qu'il soit arrêté et jugé. L'Afrique du Sud ne l'a pas accepté. Et depuis lors, elle a voulu se retirer de cette instance internationale. Au Burkina Faso, le plan national de développement économique et social a été présenté ce 19 octobre aux députés. Le nouveau référentiel d'un coût global de 15 000 milliards de francs CFA ambitionne entre autres de réformer les institutions, moderniser l'administration ou encore dynamiser les secteurs porteurs pour l'économie et les emplois. Les précisions dans ce reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Le plan national de développement économique et social, PNDES, présenté à l'hémicycle le mercredi 19 octobre. C'est la ministre en charge de l'économie, Rosine Koulibaly, qui a sacrifié à cette obligation institutionnelle avec l'ambition de susciter l'adhésion de la représentation nationale à ce référentiel qui traduit désormais la vision politique et économique du Burkina Faso à l'horizon 2020. Présenté dans ses grands axes stratégiques, le plan découle du programme présidentiel « Bâtir avec le peuple, un Burkina de démocratie, de progrès économique et social, de liberté et de justice ». 3 défis principaux ont été mis en évidence pour assurer la transformation structurelle de l'économie burkinabé. Et je vais les citer. C'est le défi de la bonne gouvernance et de l'amélioration de la qualité des institutions, le défi de la disponibilité et de l'employabilité des ressources humaines adaptées aux besoins de transformation structurelle de l'économie nationale et le défi du développement des bases productives et de la compétitivité des secteurs de production et de transformation des produits nationaux pour un développement industriel durable et générateur d'emplois. D'un coût global de 15 000 milliards de francs CFA,
Le PNDES entend relever les défis dans les domaines de l'agriculture, l'élevage, l'eau, la valorisation des minerais, l'éducation, la création de 50 000 emplois décents, la participation du genre au développement et la santé, entre autres. Selon Rosine Coulibaly, le gouvernement, à travers la mise en œuvre de ce nouveau référentiel, vise l'atteinte d'un taux de croissance de l'ordre de 8% à l'horizon 2020. Ce qu'on peut retenir, c'est que c'est un plan ambitieux qui véritablement prend en compte tous les secteurs d'activité. Ça, c'est déjà quelque chose à saluer. Et les ressources à mobiliser sont donc importantes. On pense qu'également, ça peut permettre les investissements. Mais seulement ce que nous observons, c'est qu'il y a des secteurs sur lesquels l'accent n'est pas beaucoup mis sur certaines actions qui pourraient améliorer ces secteurs-là. Passé l'étape de la représentation nationale, l'un des défis du PNDES reste son appropriation par les populations. Il est à noter également que la rencontre avec les élus intervient à quelques jours de la conférence des partenaires du Burkina Faso pour le financement de ce nouveau référentiel prévu les 7 et 8 décembre 2016 à Paris en France. Au Tchad, des députés de l'opposition ont déposé ce 19 octobre une motion de censure contre le gouvernement. Ces derniers demandent au pouvoir de s'exprimer sur la stratégie à mettre en œuvre pour surmonter la crise économique et la panne du système éducatif. Le Premier ministre Albert Pahimi Padaké a 72 heures pour répondre aux questions des opposants. La majorité présidentielle estime que la motion de censure n'a pas sa raison d'être. Elles sont désormais libres auprès de leur famille. Ce 13 octobre, les 21 jeunes filles libérées par Boko Haram ont été reçues par le président nigérian Muhammadu Buhari, qui s'est à nouveau engagé à obtenir la libération des autres jeunes filles de Chibok, toujours en captivité. Deo Gracias Podo. Le président Muhammadu Buhari a rencontré les 21 lycéennes de Chibok récemment libérées par le groupe islamiste Boko Haram après plus de 2 ans et demi de captivité. Les désormais ex-otages faisaient partie d'un groupe de plus de 276 lycéennes enlevées par des combattants de Boko Haram en avril 2014 dans la ville de Chibok, au nord-est du pays. Leur situation et surtout la promesse de leur libération a été l'un des points forts de la campagne du chef de l'État nigérian élu en mai 2015. Il a renouvelé son engagement aux familles des jeunes filles. Nous allons redoubler d'efforts pour tenir notre promesse et faire en sorte que le reste des filles puissent rentrer. Nos chères filles ont vécu le pire et il est maintenant temps pour elles de goûter à ce que ce monde peut offrir de meilleur. Selon certaines sources, les 21 lycéennes auraient été échangées contre des combattants de Boko Haram à Banki, une ville frontalière avec le Cameroun. Une information démentie par le gouvernement nigérien, mais qui suscite un doute quant à sa capacité à venir à bout des islamistes. Selon les Nations Unies, l'insurrection du groupe Boko Haram déclenchée en 2009 a fait plus de 20 000 morts et près de 3 millions de déplacés. Il faut dire que les deux parties avaient un intérêt à négocier. Je pense qu'il y a toujours une contrepartie dans ce type de négociation. Vous voyez quand même très mal un groupe comme Boko Haram libérer des filles de Chibok pour n'obtenir rien en compensation. Il y a un certain nombre de questions qu'il faut se poser. Le chiffre 4 avancé comme étant le nombre de combattants qui a été libéré. Ce chiffre, soit il est bas, soit alors ce sont des combattants très, très importants pour la secte. L'armée nigériane soutenue par d'autres forces africaines a débuté en 2015 une contre-offensive et reconquis des territoires contrôlés par les islamistes, mais de larges zones de l'État de Borno restent encore inaccessibles. Boko Haram continue de mener régulièrement des attaques sporadiques contre des villages reculés dans cette région. La dernière en date remonte à mardi 18 octobre 2016. Le village de Goptari, situé à une dizaine de kilomètres de Chibok, a été complètement rasé. En Tunisie, des institutions financières et leurs partenaires se sont alliés pour mettre en place un fonds nommé Africaman. Ce fonds a pour but de soutenir l'expansion des entreprises tunisiennes en Afrique subsaharienne et sa gestion a été confiée à Amen Capital, la filiale de gestion d'actifs d'Amen Bank. Ibrahima Djoumaba. Des institutions financières de la Tunisie ont créé un fonds d'investissement destiné à booster l'expansion des entreprises tunisiennes en Afrique au sud du Sahara. Poulina Group Holding s'est allié dans ce projet à la Caisse des dépôts et consignations, la compagnie tunisienne d'assurance et de réassurance et Amen Bank. Un véhicule d'investissement de 30 millions de dinars a été élaboré. La Tunisie commence à
joindre l'acte à la parole, puisque la parole a toujours été « nous sommes pour une vision africaine », etc. Mais malheureusement, chacun attendait l'autre, parce que financer les activités avec l'Afrique sont importantes stratégiquement pour l'Afrique et pour la Tunisie. Donc les Tunisiens se sont un peu mieux organisés cette fois-ci pour se retrouver en Afrique, non pas seulement en tant que simple partenaire occasionnel, mais pour construire un maillage, un réseau gagnant-gagnant avec les partenaires africains. Le fonds d'investissement mis en place par les institutions financières est baptisé Africamen. Il sera géré par Amen Capital, la filiale de gestion d'actifs d'Amen Bank. Certains observateurs invitent les investisseurs tunisiens à renforcer leur présence sur le continent en s'inspirant du modèle marocain. Maintenant, il faut réaliser tout ceci sur le terrain et il faut de la présence en Afrique. Il ne faut pas faire des missions ponctuelles et repartir. Il faut une présence comme celle marocaine que j'ai constatée, que ce soit à Abidjan, Ouagadougou, à Lomé, à Cotonou. Les Tunisiens ont fait un premier pas. Maintenant, il faut qu'ils fassent le deuxième, le troisième. Africamen cible les entreprises tunisiennes qui veulent étendre leurs activités au marché porteur d'Afrique subsaharienne. L'objectif du fonds est de fournir le financement en capital et l'accompagnement nécessaire pour la stimulation des exportations, l'implantation de filiales à l'étranger ou la concrétisation d'opérations de croissance externe. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.